Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, je suis en compagnie de Snackier, comme d'habitude. Comment ça va, Snack? Ça va très bien, et toi? Oula, attends, je crois que t'as un problème de... Tu peux te rapprocher de ton micro ou... D'un seul coup, tu t'es mis à 15 mètres de ton micro Non, j'ai pas bougé, donc c'est un peu bizarre si tu m'entends mal. Tu m'entends toujours mal? Ouais, tu l'entends bien, toi, Arthur? Non, j'ai l'impression qu'il est loin. Ouais, Alors, attends. Tu m'entends mieux? ouais, là, c'est parfait. Ok, impeccable. Bon, bah ça venait de ça alors. Bon, bah du coup, je refais. C'était comment ça va, Snack? Ça va très bien, et toi? Nickel, merci. Et je suis en compagnie de Arthur. Comment ça va, Arthur? Ça va très bien aussi. Comme vous avez pu le lire dans le titre de l'épisode, nous allons vous parler du dernier film de William Friedkin, L'affaire de la mutinerie du Ken. The cyclone was coming at us from the east. We were sailing blind through the rain and the spray. My executive officer went into a panic. He repeatedly tried to order me off the bridge. I told him he was performing a mutinous act. The trial counsel will state the charge. Charge 1, mutiny. Did you relieve the commander of the USS Kane? Yes. Captain Queeg had lost control. We had the commander under constant observation. You felt you had the right to depose a commanding officer on the grounds of mental illness. Yes. Did you think he was insane? Can you describe when and where the captain displayed this aversion to danger? No. Why do his hands tremble? Objection. The honor and career of an officer with an unblemished military record of 21 years standing is involved. Un officier de la marine américaine est accusé d'avoir orchestré une mutinerie. Barney Greenwald accepte à contre-cœur de défendre le lieutenant Steve Marrick. Au fur et à mesure que le procès avance, Greenwald devient de plus en plus inquiet et se demande si les événements à bord du Kane étaient une véritable mutinerie ou simplement les actes courageux d'un groupe de marins qui n'avaient pas confiance en leur chef instable. Oui, alors tu viens de le dire. C'est le dernier film de William Friedkin qui, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, ça fait quand même quelques mois, William Friedkin qui est qui est décédé, et un réalisateur surtout connu pour ses films du Nouvel Hollywood, qui est décédé il y a quelques mois. Alors, à savoir qu'il adapte un livre qui s'appelle The Kane Mutiny, ou Ouragan sur le Kane en français, de Herman Wouk, qui a eu le prix Pulitzer en 1951. Herman Wouk, qui d'ailleurs est également impliqué dans le scénario du film, ce qui fait que du coup, le réalisateur et le scénariste du film sont tous les deux décédés à la sortie du film. Accompagné malheureusement par également un des acteurs secondaires du film, Lance Reddick, qui lui aussi est décédé depuis. L'affaire de la mutinerie Kane, c'est un huis clos qui se base sur le procès du second de l'USS Kane, si je dis pas de bêtises, qui a causé une mutinerie en destituant le capitaine du bateau, qui est le capitaine Queeg. Moi, je trouve que c'est un huis clos qui est vraiment prenant. Il y a une alternance de points de vue qui permet régulièrement au sein du film, pardon, lors du film, de rebattre les cartes régulièrement, et d'apporter un petit peu des rebondissements, des révélations sur cette affaire, et qui malgré tout laisse quand même un petit peu la part belle à l'interprétation de chacun. Quelque chose qui est un petit peu troublant, c'est qu'au départ, il y a vraiment un flot d'informations incessant, enfin ça parle énormément. La première intervention, c'est le témoignage du capitaine Queeg, qui est interprété par Kiefer Sutherland, pardon. Et je dois avouer que j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le film, parce que
c'est un flot incessant, ça s'arrête pas et au départ, je me demandais un peu où veut en venir Friedkin avec cette histoire. Bon, évidemment, c'est dans les 10 premières minutes, donc mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile de rentrer dedans, de comprendre un petit peu, où ça va et c'est au fil des témoignages qu'on comprend un petit peu que déjà Friedkin, il cherche un petit peu ce trouble dans cette histoire et donc un petit peu ce jeu avec le spectateur où le spectateur va être là et va se demander, heu, il va régulièrement un petit peu changer son opinion sur toute cette affaire, en fait, parce que on va se rendre compte rapidement qu'en fait, c'est pas le procès du second qui a lieu, c'est presque le procès du capitaine Quigg parce que le second, a pris le contrôle sous prétexte que le capitaine Quigg n'est plus apte psychologiquement à garder le commandement du bateau. Donc, en fait, finalement, c'est le procès de l'état psychique, psychiatrique du capitaine Quigg qui va ou non donner raison donc au second par la suite. Et tout ce qui va être mis en place avec les différents témoins, il va y avoir un expert qui est, il me semble un psychiatre, un expert psychiatre, qui vont, donc du coup se suivre les uns les autres et apporter leurs témoignages, qui vont être interrogés par les avocats, de l'attaque et de la défense. Alors je sais pas trop si ça se dit, avocat de l'attaque, mais bon bref, c'est il y a quelqu'un qui attaque et il y a l'avocat de la défense. Et Heu, tu veux dire bah, on dit un procureur, Oui, dans c'est une ça, c'est ce que j'allais dire, mais cour martiale, je sais pas comment ça s'appelle du coup, donc on va appeler ça l'attaque, qui se relaie régulièrement pour, avoir les témoignages des différents, personnages qui vont intervenir, lors de ce procès. Heu, on va beaucoup, on a beaucoup entendu, je suis pas forcément d'accord là-dessus, sur le fait que le film est assez téléfilmesque parce que, oui, alors c'est un procédé minimaliste, c'est vrai, c'est quand même grosso modo un huis clos. Tout se passe dans voilà, c'est pas vraiment un huis clos, mais 95 du film se passe dans cette cour martiale. En tout cas, on ne voit jamais réellement, l'extérieur, hein. Ça se passe dans 3 pièces en fait, enfin 2 pièces et un couloir, mais voilà, ça reste un huis clos. C'est assez minimaliste, mais il y a vraiment une interprétation, qui est absolument, incroyable. Personnellement, j'ai trouvé que ça soit Lance Reddick, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, Monica Raymund, Jason Clarke ou Kiefer Sutherland, vraiment, enfin ceux-là surnagent, mais tous les acteurs sont vraiment incroyables et il y a beaucoup de procédés de mise en scène tout au long du film dont je reviendrai peut-être après, pour expliquer, que pour expliquer un petit peu comment se passent les témoignages, les différences qui se passent au sein d'un même témoignage pendant, témoignages qui peuvent aller de 5 à 10-15 minutes. Et surtout, ça c'est vraiment très bien rythmé, très bien découpé. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pour un film de procès, c'était vraiment de très bonne facture. Donc c'est pour ça que quand j'entends que c'est téléfilmesque, je peux comprendre parce que d'un point de vue procédé, c'est que ça reste quand même un procès assez minimaliste. Mais, il y a quand même vraiment tout un travail derrière que j'ai trouvé, vraiment très bon, dont je reviendrai peut-être après, parce que je vais vous laisser un petit peu, donner votre avis dessus. Mais voilà, pour, donner mon avis au départ, j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui m'a beaucoup surpris, parce que je m'attendais pas vraiment à aimer comme ça. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais au fil du temps, ça m'a vraiment, captivé et finalement, j'ai trouvé ça très, très bien. Je vais donner quand même mon avis. Donc, d'après moi, c'est comme un film en demi-teinte qui m'a pas plu peut-être autant que Snackier. Ça se dit comme ça, on va dire ça. Snack, c'est bien. Snack? Ouais, mais j'ai pas faim. Alors bref, donc autant que Snackier, dans le sens où moi j'ai trouvé que ça faisait téléfilmesque dans la mise en scène, et je suis pas totalement d'accord avec le fait que sous prétexte que les acteurs sont bons, c'est pas forcément un téléfilm. Il y a des très bons téléfilms avec des très bons acteurs. C'est pas très grave d'être téléfilmesque, mais je trouve que dans l'étalonnage ou même la mise en scène, c'est quand même tellement minimaliste qu'on est rapidement en fait un peu mis de côté, même si les acteurs sont très bons, et on sent le film un peu pas testamentaire, mais vraiment d'un réalisateur au bout de course. Ça fait penser un peu à Jean de Dublin de John Huston, un réalisateur qui est en train de mourir en fait, qui a même besoin d'une aide sur le tournage de Del Toro, parce que les assureurs avaient peur qu'il décède avant la fin du tournage. Et on est dans un film qui s'essouffle un peu petit à petit en termes de comment dire, pas d'action, mais même d'écriture et de bavardage. C'est-à-dire qu'on arrive rapidement sur des témoignages qui nous intéressent de moins en moins, si ce n'est le dernier, donc de Kiefer Sutherland, qui va vraiment très bien. Mais on finit rapidement par oublier les témoignages intermédiaires, celui
du psychiatre, je l'ai déjà totalement oublié alors que j'ai vu le film hier. Il reste 3 témoignages qui sont intéressants, les 4. Donc il y a ceux de Kiefer Sutherland, il y a ceux de... je vais reprendre pour les acteurs. De Lewis Pullman, Kiefer, mais j'aurai d'autres choses à dire dessus plus tard parce que le film adaptant uniquement les derniers chapitres du bouquin, c'est un peu compliqué de comprendre, je pense, en premier venu le plaidoirie de Kiefer. Et puis celui de Tom Riley qui est intéressant parce que c'est le seul à vraiment défendre Marik et c'est d'ailleurs le personnage principal du bouquin. Donc c'est un film intéressant quand même parce que c'est un film de procès qui est plutôt bien foutu, mais je reste quand même un peu sur ma faim dans le sens où la forme est très lambda. On est loin des films de procès de cette année, comme le procès Gallman ou Anatomie d'une chute, qui vont bien plus loin, même dans la mise en scène pure du procès. Ici, ils se contentent, je trouve, de petits mouvements de caméra très simples, de travelling latéraux, vraiment très simples et pas très utiles, et de champ contre champ sur les différents protagonistes. Par contre, il s'inscrit dans un cinéma très contemporain, dans le sens où, contrairement à l'original, on a des femmes qui sont présentes, on a des gens de différentes ethnies ou d'origine. Et en ancrant le film aujourd'hui, je trouve qu'il le rend un peu plus intéressant que l'adaptation d'Altman ou le premier film qui est très Seconde Guerre mondiale. Voilà, pour le moment. De mon côté, c'est un film que j'ai plutôt pas apprécié. Je me suis lancé dedans avec une certaine appréhension parce que Friedkin, depuis Killer Joe, il nous avait juste sorti un documentaire sur un exorciste du Vatican qui était complètement à chier. Donc j'avais peur de... Bon, il l'a fait quand même, il avait quel âge Friedkin quand il a fait ce film? Il avait quand même 87 ans quand il a fait l'affaire de la mutinerie du Ken. Je m'attendais à un film qui soit un peu pathétique à voir, qu'on se dise, bon, c'est le dernier Friedkin, on le regarde parce que c'est lui, mais ça fasse plus de la peine qu'autre chose. Au final, c'est quand même un film qui a su me tenir en haleine. Et par contre, là où je vais pas être d'accord avec Snack, c'est que c'est 100% un téléfilm. C'est un téléfilm non seulement sur la forme, complètement dans l'éclairage qui est, on pourrait dire presque, même plus qu'un téléfilm, c'est quasiment une pièce de théâtre filmée. Mais c'est pas, il y a très peu de cinéma en fait dans ce film. Et c'est un téléfilm aussi parce que ça a été fait pour être diffusé directement sur Paramount+. Donc ça pose aussi la question aujourd'hui de est-ce que les films dédiés aux plateformes de SVOD sont des téléfilms ou des vrais films de cinéma. Bon, c'est un débat qu'on pourrait avoir et qui n'est pas forcément le sujet. Mais pour revenir à tout ça, oui, je trouve que c'est un film qui comme vous disiez au début, patine un peu. Les premières minutes, honnêtement, j'en avais un peu marre. Et comme de toute façon, comme la plupart des films de procès, je pense que le film de procès, c'est un genre assez facile pour créer du suspense, on va dire, presque artificiel, ou même pour faire un... Ouais, que ce soit qu'on parle de grands films comme 12 hommes en colère ou récemment Anatomie d'une chute ou alors j'ai pas vu le procès Goldman mais j'imagine. On va dire que le film arrive à nous maintenir en haleine mais de façon artificielle uniquement par son scénario et pas par sa mise en scène ni sa réalisation. Après, et là-dessus je vais laisser Arthur je pense continuer un peu plus parce que c'est toi qui as vu... T'es le seul à avoir vu les différentes adaptations du film et en plus comment dire on discute un petit peu en amont mais ton avis sur parce on n'en a pas encore parlé mais tout le film se déroule donc au sein du tribunal qui est même pas un tribunal, c'est une pièce aménagée en sorte de tribunal, une pièce toute vide avec juste des chaises et 4 bureaux mais ne serait-ce que enfin tout le film se déroule dans cet espace-là, à part la scène finale qui se déroule dans une salle de réception où les personnages vont fêter la victoire du procès et ça va être oui mais c'est la victoire pour le personnage principal mais en fait c'est une défaite pour l'Amérique et c'est comment dire
cette espèce de fin à double tranchant, demi-teinte, très moraliste américaine, moi personnellement m'a pas dérangé, mais est quand même un petit peu, comment dire, ouais, ridicule, c'est un grand mot, mais disons que le film qui jusqu'à présent déjà on se concentrait sur uniquement une question de suspense au sein du procès. La scène finale lui donne tout de suite une dimension beaucoup politique, une portée que le film, je trouve, n'a pas nécessairement. Ouais, Je vais vas-y. rebondir sur la fin vite fait avant de donner la parole à Arthur, mais oui, après la fin est un petit peu dérangeante. Voilà, personnellement, elle m'a pas du tout dérangé. Elle peut être un peu dérangeante parce que Arthur va en parler, il y a disons que dans le livre et dans les précédentes adaptations, si j'ai bien compris, ça va être, beaucoup plus travaillé, mais dans cette version du film, elle paraît vraiment comme sortie de nulle part. Alors après, peut-être pas parce que, comme l'a dit Arthur ou comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des témoignages, donc on a peut-être un petit peu de mal à prendre tout de suite, la mesure du témoignage en question. Toute la fin du film se passe, par rapport à un des personnages qui s'appelle, Kiefer donc du coup et qui intervient, qui est témoin, dans pour, enfin dans ce procès, et a fait un peu twist en fait. A fait un peu on est là, on arrive, ah en fait, c'est pas du tout, ce dont on pensait. On nous donne une autre lecture de tout ce procès, finalement. Ça fait un peu grossier, c'est vrai. Après moi, j'aime bien le fait que Friedkin, il pervertit un petit peu justement le procès, ce film de procès où des fois, bah, enfin, généralement quand tu sors d'un film de procès, tu as un petit peu ce sentiment justement de victoire, un peu ce sentiment de la vérité a triomphé, sauf dans Anatomie d'une chute. Après ça dépend où tu te situes dans Anatomie d'une chute par rapport au personnage au personnage de la femme qui est accusée, mais Anatomie d'une généralement sieste. généralement, tu as quand même ce moment où tu es, tu es content en fait du résultat final du procès parce qu'on t'amène à être content de cette fin et là, bah, en fait, pas vraiment. Parce que du coup, déjà, ne la victoire en tant que telle, même sans cette dernière scène, est déjà un peu douce amère parce que ça se passe quand même enfin, je veux dire, ça tout se joue lors du dernier témoignage qui est, bah, qui impose un malaise assez, enfin, vraiment assez gênant. Et en plus cette fin derrière, t'en rajoutes une couche et puis c'est pas du enfin voilà, c'est pas du tout une victoire et honnêtement, j'ai trouvé ça me surprend pas vraiment venant de Friedkin. Je suis pas un très grand connaisseur de Friedkin, mais ça me surprend pas vraiment qu'à la fin, voilà, il pervertit un petit peu ce côté, ce procès, cette recherche de la vérité avec, bah, en fait, non, tu as vu tout un truc, mais ça reste une mascarade jusqu'au bout, quoi. Alors, il y a pas mal de choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Déjà, la fin, ce qui est intéressant, contrairement au procès Goldman ou à Anatomie d'une chute, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fin de procès, en fait. On n'a pas le moment, je sais pas si c'est comme ça dans l'armée, mais où on a vraiment, il n'est pas coupable. On prouve vraiment qu'il n'est pas coupable, on l'apprend après, vu qu'il fête finalement le fait qu'il soit innocent. Mais il n'y a pas, comme dans le procès Goldman, à la fin, cette espèce de longue scène où on explique que les jurés ne le condamnent pas pour tel fait, ou à la fin d'Anatomie d'une chute, où on déclare clairement qu'elle est, si je me souviens bien, parce que j'ai un peu oublié la fin, mais qu'elle est innocente, etc. On n'a vraiment pas ce côté-là ici, parce qu'en fait, ils ne le sont pas, en effet. C'est le procès du commandant, avant tout, de sa possible paranoïa, de sa folie, et c'est lui qui s'avère être le plus... comment dire, cliniquement décrit et travaillé au corps dans le film. D'ailleurs, plusieurs critiques expliquaient que c'est même ça le problème, qui fait Sutherland est presque au-dessus de tous les autres acteurs par sa performance, que les autres sont très froids, très détachés de ce qui se passe finalement. Même l'avocat, même le condamné. Le condamné, pendant tout le film, on le voit très mutique. Et quand Alors, il fait sa plaidoirie... Oui, c'est l'accusé, pas le condamné du coup, parce qu'il est pas condamné. oui, l'accusé, oui, c'est mieux. Ça me rappellera à revoir mes cours sur le droit. Donc l'accusé, oui, en effet, est très très froid finalement. Il est quasiment persuadé de sa réussite. Pour revenir sur la fin, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est le discours de Greenwald à la fin. C'est comme ça qu'il s'appelle, qu'on confonde pas avec Harry Potter. Oui, Greenwald, à la fin, qui vient encore une fois nous expliquer à quel point tous ces capitaines et ces commandants sont des héros de guerre et héros de l'Amérique, qu'il faut respecter, et que pendant que nous sommes en couche-culotte, eux se battaient déjà sur le front. Bon, c'est un peu lourdingue, même si lui jeter du whisky à la tête fait référence aussi au surnom qui était donné à ce capitaine, la tache jaune. C'est une référence à ça, comme dans l'original où c'est du champagne à la place, donc ça c'est assez intéressant.
Moi, ce qui m'avait dérangé, surtout après avoir vu, je vais pas dire l'original, mais disons la première adaptation, c'est qu'on comprend pas pourquoi Kiefer se retrouve, je trouve, on comprend assez peu pourquoi Kiefer se retrouve être le vrai coupable par l'avocat à la fin, étant donné qu'il ne défend absolument pas Maric. Il est très contre Maric, d'ailleurs, même dans sa plaidoirie au moment du procès, enfin, le moment de son interrogatoire. Et à la fin, il se retrouve tout de suite à être le méchant, mais enfin le méchant, celui qui est vraiment à l'origine de tout, du complot, à l'origine de la mutinerie. Ça, on le comprend, je trouve, en lisant le livre ou en voyant l'original, dans le sens où, en fait, c'est vraiment lui qui est à l'origine de tout. Que ce soit le compte-rendu médical du capitaine fait par Maric, que ce soit la volonté de Maric de faire une mutinerie, que ce soit la validation de cette mutinerie, possible mutinerie, c'est Kiefer qui est vraiment à l'origine de tout dans le livre. Et c'est ça que je trouve problématique et qui montre les limites de cette adaptation de la pièce de théâtre, c'est qu'il donne Ouais, pas je suis toutes les d'accord. clés de lecture. Je suis totalement d'accord avec toi parce que en fait, c'est le fait que cette chute et cette espèce de retournement de situation finale, en fait, il est complètement explicatif. Ça vient d'un discours de l'avocat qui d'un seul coup révèle tout comme on serait dans Death Note quoi en fait depuis le début tu découvres que la personne qui tire les ficelles n'est pas celle que tu crois et tout, mais ce n'est pas, en fait, le spectateur n'est pas du tout témoin ni partie prenante de cette révélation. Il est complètement passif, quoi. D'un seul coup, ça semble sortir de nulle part. Oui, euh, on, on a l'impression que du coup, pendant tout le film, l'avocat Greenwald, si je dis pas de bêtises, si je mélange pas les personnages, l'avocat de la défense en tout cas, en fait cogite, on le sent cogiter au fur et à mesure du film et on a l'impression qu'il change de point de vue parce qu'il considère comment dire, son client comme coupable au début, puis innocent. On a cette impression qu'en tant il se passe, on sent, en tout cas en tant que spectateur, qu'il se passe quelque chose dans la tête de l'avocat tout au long du film, mais dans ce qui révèle à la fin de son cheminement intellectuel, en fait, on est complètement, oui, ça semble arriver comme un cheveu sur la soupe. Alors, il le dit quand même au début, excuse-moi, je te coupe, mais il le dit quand même au début qu'il veut pas le défendre. En fait, qu'il n'avait pas voulu le défendre au départ. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que je dis. Et il le fait quand même d'une manière relativement bonne. C'est l'impression que j'avais, c'est que justement, au début, il le pense coupable, il pense le héros coupable, puis on a l'impression qu'au fur et à mesure du film, comment il défend et l'axe de défense qu'il choisit, on a cette impression qu'il, petit à petit, au fur et à mesure du film, il prend parti pour pour son client. Et en tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais, et qu'en fait, à la fin, on comprend que il l'a fait uniquement par déontologie, on va dire, d'avocat, mais qu'en fait, c'est l'évolution enfin, c'est ce que j'essayais d'exprimer avant. On a l'impression qu'il y a une évolution dans son regard sur son client, et en fait, à la fin du film, ce qu'on comprend, c'est que l'évolution du regard sur son client, c'est pas qu'il commence à le penser coupable, puis qu'il le pense innocent à la fin, c'est qu'il le sait coupable du début, mais qu'il se rend juste compte au fur et à mesure du procès que son client est juste complètement con et est un pion de l'autre personnage, de son ami l'écrivain. Oui, enfin, je me permets, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant tout le film, il veut pas le défendre parce qu'il le pense coupable. Au fur et à mesure, il se dit, en fait, il s'est fait totalement manipuler par l'autre, mais il lui fait son procès à la fin en lui jetant un verre à la gueule. C'est franchement pas très, enfin, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pas très bien amené, je trouve, dans le film de Friedkin. Ça l'est plus dans les autres versions parce que ça prend plus de temps là-dessus. Après, vu que c'est tiré d'une pièce de théâtre par lui-même l'auteur qui se base que sur le procès, c'est peut-être aussi volontaire de brouiller les pistes de cet avocat qui est assez renommé, assez réputé, et qui, par pure déontologie professionnelle, décide de défendre, parce que tout le monde a le droit à une défense,
l'indéfendable pour se rendre compte à la fin qu'en fait il est défendable et que c'est pas lui qui est à l'origine de cette mutinerie, même si c'est lui qui l'a faite. C'est ça qui est assez intéressant quand même dans le film de Friedkin. Mais c'est surtout qu'en fait, on a ça aussi, on est à part dans la scène finale. Tous les personnages passent leur temps à s'exprimer, donc on découvre petit à petit les personnages et même leur intimité, comme je pense à Quig ou petit à petit qui devient ce personnage de plus en plus pathétique, ridicule. En fait, chaque personnage a une évolution dans la représentation qu'on a de lui et du coup dans l'histoire, parce que l'histoire de chaque personnage se découvre petit à petit au fur et à mesure du film, au fur et à mesure des interrogatoires et contre-interrogatoires. Et l'avocat de la défense, lui, c'est le seul qui on comprend, on ne sait jamais ce qu'il pense en fait, à part quand il l'explicite au tout début du film et quand il l'explicite tout à la fin du film. Mais c'est le seul personnage qui pourtant évolue, mais ouais, comme on en revient à tourner un peu autour de ça, mais en fait la fin et ce verre jeté au visage et ce fait de dire voilà, t'es content, t'as gagné ton procès, mais t'as tué l'Amérique d'une certaine façon, c'en est, c'est ouais, c'est ce que tu disais, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Après, ça reste quand même une dernière scène pour sa carrière, un verre jeté à la figure, ça reste un peu stylé. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, hein, depuis tout à l'heure, mais ça reste, un truc un peu stylé. Moi, j'avais juste une petite question, du coup, ça va un peu interrogatoire, mais toi qui as vu le film, Arthur, la première adaptation, comment s'est mené, du coup, ce procès de la cour martiale? Puisque si, lors de tout le film, on prend conscience, enfin, on se rend compte, en fait, que le second n'est pas, c'est pas vraiment lui la cause de la mutinerie, à quoi ça sert vraiment ce procès à la fin du film original? Enfin, j'ai un petit peu de mal à me projeter, en fait, par rapport à ça. Alors, l'original donc qui a été réalisé par, faut que je retrouve le nom du premier acteur, Edward Dmytryk en 54, en fait, il adapte la totalité du livre. Donc déjà pendant 1 heure et demie, tu es dans un bateau, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale et en fait le procès c'est juste les 15 dernières minutes, avec des tirades exactement similaires à la version, de Friedkin du coup. Donc il y a vraiment je pense l'essentiel déjà dans le roman. En fait, tout le long du film, tu suis, pas du tout les personnages qui sont mis au centre de l'intention dans le film de Friedkin. C'est-à-dire que tu suis, faut que je retrouve son nom. Je l'ai plus. Kit. Willis Kit. Qui est le 3e, je crois, à être interrogé lors du procès, et qui va défendre, lui, Maric, totalement, en expliquant l'affaire des fraises, si vous vous souvenez, l'affaire de la clé, etc. En fait, tu vois tout ça dans le film de 54. Donc tu vois l'affaire des fraises, où vraiment Quig est totalement perturbé par le fait que les fraises aient été mangées par quelqu'un et qu'il cherche absolument 2800 clés dans le bateau pour trouver la bonne qui permet d'ouvrir le frigo. Donc il montre quand même des aspects de paranoïa qui vont pousser en fait petit à petit Maric à réellement prendre le contrôle du bateau lors de la tempête. Donc, mais pendant 1 heure et demie, tu es dans un bateau et tu suis un autre personnage en fait que les deux dont on parle depuis le début, dont on parle très peu parce que je le trouve très insipide dans la version de Friedkin. On le voit rapidement défendre Maric, mais ça c'est très succinct, c'est pas très long. On le revoit plus avant la fin, alors que c'est finalement lui peut-être le personnage clé parce que c'est le seul qui est un peu extérieur à ça et qui va rester droit dans ses chaussettes et ses baskets jusqu'au bout. Parce que Kiefer, dans l'idée, c'est lui qui organise tout ça, en tout cas dans la version de 54, c'est ce qu'on voit, mais il trahit totalement Maric au moment du procès, et d'ailleurs dans la version de 54, Maric est très déçu de l'attitude de Kiefer. Là, c'est pas du tout le cas, parce qu'il s'enlace à la fin comme si il s'était quitté la veille, alors qu'il est quand même très à charge contre Maric et pas contre Quig dans la version de Friedkin. Et le procès dure que 15 minutes dans la version originale. Donc vu que tu as eu tout le début, il n'y a pas besoin d'y passer plus de temps. Ouais, je vois, mais Il n'y a pas d'ironie dramatique. Il n'y a pas l'ironie dramatique pour le spectateur, du coup, parce que justement, c'est la question que je pose, c'est dans le procès, dans le premier film, en fait, est-ce qu'on a du coup cette espèce de fin où certes vous avez gagné mais vous avez tué l'Amérique, parce que si pendant le film on voit que le capitaine est un cinglé pendant 1 heure et demie, est-ce que ça donne pas raison du coup à la mutinerie?
Alors l'original est un petit peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que il est réalisé en plein macartisme, donc chasse au communisme, donc pro-américanisme, voilà, toute l'Amérique c'est magnifique, c'est beau. Puis en pleine fin de Seconde Guerre mondiale, c'est difficile de critiquer des capitaines pendant la Seconde Guerre mondiale ou des commandants. La fin du film finit exactement pareil, c'est-à-dire qu'il se retrouve pas pour vendre le bouquin comme ici de Kiefer, mais juste il se retrouve après le procès. Kiefer est mis à part. Mais Greenwald lui fait le même procès d'intention, lui jette un verre à la tronche également, et le film finit sur ça. Donc l'original finit exactement de la même manière. Sauf qu'au lieu de vanter je ne sais quel débarquement en Irak ou quelle guerre en Irak qu'ils vantent ici, ils vantent les faits d'armes de Quigg, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils le défendent de la même manière. Donc en fait, Quigg est montré comme un peu paranoïaque et parfois un peu cinglé dans le bateau, mais c'est surtout dû possiblement à son âge. Et d'ailleurs, à la fin de l'original, il est même remplacé par un autre capitaine. En fait, il est vraiment démis de ses fonctions, Quigg. Donc le procès est totalement à charge contre Quigg et pas contre l'accusé de base, Maric. Et c'est ce qui déplaît finalement à l'avocat, d'en être arrivé à ce type de technique et de méthode. Et on le voit quand même à la fin ici. C'est ce qui déplaît totalement à l'avocat, d'avoir dû en fait faire le procès d'un capitaine sur le tard, très vieillissant. Et je pense que sa remarque sur le fait qu'il était déjà soldat quand tous ceux qui étaient devant lui étaient encore en couche-culotte, c'est pour indiquer, voilà, il est vieux. Quand on vieillit, on peut faire des erreurs, on peut devenir un peu plus paranoïaque. Et puis en plus, il est décrit dans le premier film et dans le livre comme étant quelqu'un de pas sûr de lui. Quigg s'est vraiment vu comme un capitaine qui a gravi les échelons, mais contre son caractère personnel, qui est quelqu'un de timide, de peu sûr de lui, et qui du coup base tout sur la loi, les règles, et les règles absolument. C'est-à-dire que si dans l'original et dans le livre, si tu vas à l'encontre d'une règle qu'il a mis en place, tu es totalement, t'as pas le droit à la permission, il interdit toutes les permissions, il en interdit le cinéma, etc. Ouais, mais il y a une vraie psychologisation dans le film de Friedkin qui, dans la façon dont on le sent, même dans son caractère, la façon dont il est joué par Kiefer Sutherland, comme une sorte de personnage vraiment malade, quoi, qui au début semble, dès son premier témoignage, avoir des choses à cacher, puis au fur et à mesure que justement que le procès devienne son procès, il est ridiculisé, il est rendu pathétique, on se dit, mais certes, il s'est peut-être battu en Irak, il a peut-être fait des choses incroyables il y a 20 ans, mais là, clairement, à part lui rendre hommage, comment dire, pour une raison, pour ses faits d'armes passés, il méritait amplement, en tout cas c'est l'impression qu'on a dans le film de Friedkin, c'est qu'il méritait amplement d'être démis de ses fonctions, et même bien avant la mutinerie, qu'il avait déjà et qui n'avait plus sa place. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, en fait, parce que ouais, d'accord, le procès, c'est sur ça qu'il veut t'emmener, mais en fait, la seule chose qui fait basculer le procès finalement, parce qu'après toutes les petites histoires que, d'après Arthur, on voit dans le film, le 1er film des années 50, on voit les faits, mais en fait, là, on les voit pas les faits. C'est juste des faits qui sont relatés et qui sont d'ailleurs remis en question et qui sont d'ailleurs en permanence, remis en question et qui veulent être un petit peu mis sur le côté par le personnage de Monica Raymond, celle qui joue, on va dire celle qui attaque l'accusé. Perpétuellement, elle dit: «Mais enfin ça c'est pas pertinent, ça a rien à faire là, c'est pas le procès de Quigg. Il faut arrêter avec le procès de Quigg», parce qu'on dit depuis tout à l'heure que Oui, 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 et t'as raison, et l'avocat de la même défense l'avocat de la défense se dit lui-même, je crois que de toute façon, la seule façon de faire gagner son client, c'est de faire transformer le procès de la mutinerie en le procès de Quigg. Ouais, oui, voilà, il le dit et elle, c'est pareil et elle, en fait, pendant tout le film, elle est là à dire, déjà, il me semble, des deux, c'est la seule à toujours, faire des objections, en disant: «Mais ça non, ça non, ça non, enfin pourquoi c'est là? Ça a rien à faire là, c'est pas pertinent, c'est» et d'ailleurs, toutes ces objections, pardon, sont perpétuellement rejetées par ce qu'on peut considérer comme étant le juge de cette cour martiale, et qui du coup laisse l'avocat de la défense toujours, en rajouter une couche et rajouter un élément à charge et rajouter ci et justement contrairement à la version d'origine où on voit les choses qui se passent, là le fait qu'on ne voit rien et que tout se base sur des témoignages qui d'ailleurs se contredisent au fil d'un même témoignage, mais de témoignage en témoignage, tout le monde n'est pas forcément d'accord à chaque fois sur les événements qui ont eu lieu
sur quelqu'un, à un moment donné, alors je sais plus exactement, j'ai vu le film il y a un mois, mais il y a un des témoins qui raconte des faits relatés par, enfin, tu vois, et en fait, il raconte même pas vraiment quelque chose que lui a vu. Il raconte des on-dit, il raconte des machins, mais malheureusement, le fait de raconter ce on-dit-là, ce truc, il a planté la graine. Et en plantant la graine, c'est là où l'avocat derrière lui, voilà, il va arroser, il va faire pousser un truc, et derrière, enfin, voilà, ils insistent tous dessus, et en fait, ce qui fait basculer le procès, c'est ce dernier témoignage de Quigg, qui est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il finit par péter un plomb parce que comme je peux te rejoindre là-dessus, il finit par péter un plomb, donc on peut se dire: «Ouais, bah, d'accord, voilà, effectivement, il est complètement fou, il a pété un plomb, on le voit lors du procès». Mais enfin, après, prenons aussi le cas d'un mec qui est innocent, qu'on fait passer pour un fou, dont en gros, on l'accuse lui, alors qu'à la base, il est censé être témoin, donc il se retrouve dans un guet-apens, du procès de sa santé mentale, et le gars, en fait, juste, bah, je sais pas, peut-être parce que c'est trop, psychologiquement, c'est trop dur, parce qu'en plus, effectivement, on nous le montre également au début qu'il est un peu fragile. Le mec peut-être, voilà, pète un plomb lors du procès, et il se décrédibilise complètement, et à la fin, on a la sensation que le mec est complètement allumé, et que ça donne raison à tous ces témoignages qui ont eu lieu avant. Mais après, moi, je m'imagine toujours, enfin, comment je réagirais à sa place si on m'accusait à tort d'être devenu fou, en fait, pendant, et que c'était mon procès, que je devais me justifier de ma bonne santé mentale. Peut-être que je réagirais comme lui, ou que je me mettrais à péter un câble dans un tribunal parce que, bah, merde, quoi, enfin, j'ai rien fait. Donc, je trouve que justement le Friedkin, le fait qu'on ne voit pas ce qui se passe sur le bateau, ça cause ce petit flou permanent. Bah, Je c'est trouve que l'ironie dramatique. L'ironie dramatique, quoi. Moi, je trouve que c'est la double qualité du film, et la double qualité et défaut du film, c'est qu'on n'en sait pas assez, ce qui peut être une très bonne qualité, parce que ça laisse flotter le doute pendant tout le film, et en même temps, pour un spectateur un peu peu avisé ou peu concentré, ça arrive la fin, ça arrive beaucoup de choses comme un petit peu à cheveux sur la soupe qui peut le perdre. Donc c'est à la fois un défaut, à la fois une qualité de la part de Friedkin et de la pièce de théâtre. C'est de laisser flotter le doute sur qui dit vrai, qui dit faux. Alors que dans le film et le bouquin original, on sait qui dit la vérité et qui dit des fausses informations. On le sait tout de suite. Ici, on ne sait pas, et c'est ce qui rend le film très intéressant. Pour revenir rapidement sur la mise en scène et sur le côté téléfilmesque, je voulais dire un truc là-dessus. Oui, déjà, bon, c'est produit, et puis clairement, c'est un téléfilm. Déjà, le premier procès qui a été fait, c'est un téléfilm. C'est quand même du théâtre filmé tout du long. Et le théâtre filmé, ça fait souvent plutôt penser à des téléfilms. Fassbinder le faisait déjà il y a plusieurs décennies. Sauf que c'est pas forcément un défaut, en fait. Quand je dis que c'est un film téléfilmesque, c'est pas vraiment un défaut pour moi, c'est même plutôt une qualité, parce qu'il sait rester simple et il a pas besoin de plus pour réussir.